Alors Jean-Pierre Gattegno, je vous le présente, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, et il a écrit de nombreux récits, de nombreux romans, et dont certains ont été adaptés pour la télévision et au cinéma aussi. Voilà, et donc ces récits sont pas mal de polars en fait, souvent. J'avais commencé avec des romans policiers, ça m'intéressait parce que le roman policier, quand quelqu'un a l'intention, quand quelqu'un a l'intention de se livrer de mauvaises actions, on ne peut pas le faire n'importe comment, il faut faire très attention. Et donc ce type de roman vous oblige à une certaine rigueur qui m'intéressait. Si on laisse de côté les détails, là ça ne va pas, il faut avoir tout prévu au millimètre. Voilà, c'était donc comme ça que j'avais commencé mes débuts dans l'écriture, dans la littérature. Voilà, et donc là, il s'empare de ce récit-là et de cette période, l'Inquisition. Nous sommes au XVIIe siècle dans ce roman, donc 1492, Torquemada, les décrets d'expulsion des Juifs, et ici nous sommes dans les XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, voilà. Aux alentours de 1610, 1620. Oui, plutôt 1600, on arrive vers 1620 lorsque le personnage devient un adulte. Voilà, c'est ça. Et donc, on commence avec donc, ce personnage qui s'appelle Juan. Il est très jeune. Et, bon, c'est un marane. On va vous expliquer un peu ce que c'est qu'un marane. Et ce roman, Jean-Pierre l'a écrit sous forme de récit picaresque. En fait, un peu à la Cervantes, si je peux dire. Et comment? Alors, c'est très simple. Quand vous lisez, c'est des chapitres où chaque chapitre, c'est « et voilà ce qui est arrivé à Juan, et voilà comment j'ai rencontré un tel, et voilà comment ça m'est arrivé, etc. » Voilà, plusieurs chapitres comme ça. En fait, c'est le récit des aventures de ce jeune. Il a 13 ans. Petit à petit, va se dévoiler sa véritable identité au fur et à mesure qu'il avance dans la vie et qu'il devient adulte. Mais je vais laisser Jean-Pierre raconter un petit peu pourquoi, d'abord, vous vous êtes intéressé à cette période. D'abord, on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui pousse un écrivain à s'emparer de ce sujet-là. Oui, alors j'ai même bon, d'abord, je veux vous dire ni avec Pierre Assouline, ni avec Raphaël Yerousalmi, on se connaissait pas. Enfin, Pierre Assouline, j'avais entendu parler de lui, mais pas davantage. Que par une étrange coïncidence, alors on ne sait pas à quoi il faut l'attribuer, s'il y a une cause mystique à ça, mais voilà que ces trois romans, portant à peu près sur la même période, sortent en même temps. Bon, alors pour ce qui me concerne, je peux vous dire que ce roman, j'en avais eu l'idée il y a 10 ans. J'avais été invité par une certaine Esther Benbassa qui dirigeait le centre d'études espagnoles, judéo-espagnoles à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études. Bon, j'avais eu un prix, hein, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, mais j'avais eu un prix pour un roman qui s'appelait Avec vue sur le royaume. Donc, j'étais lauréat de ce roman, et il y avait une lauréate, une certaine Béatrice Pérez, qui était une doctorante, hein, qui a écrit un doctorat sur la situation des Juifs dans l'Espagne de l'Inquisition. Et elle avait fait un exposé absolument magnifique. Or, il se trouve que depuis le lycée, j'ai quand même l'occasion de tomber sur pas mal de romans picaresques, je dirais dans un instant ce que c'est. Et en l'écoutant, c'était en 2008, janvier 2008, je me souviens très bien, m'est venue l'idée, je me suis dit, tiens, ce qu'elle raconte est intéressant, ça pourrait faire un roman picaresque. Voilà le point de départ. Vous voyez, 2008, je suis assez rapide, vous allez y penser, puisque le livre ne sort qu'en 2018. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé à un roman picaresque? D'abord parce que le thème du roman picaresque m'a pas mal intéressé lorsque j'étais plus jeune, au lycée, à l'université. J'étais tombé sur Gilles Blas de Santillane, et puis après, à l'université, on avait travaillé en littérature comparée sur le roman picaresque français, espagnol, allemand. On en sort un peu partout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman picaresque? Je trouvais que c'est le genre de... C'est un roman d'aventure d'abord, et c'est tout à fait intéressant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui sort d'un milieu misérable, très pauvre. Le premier roman picaresque, le mot picaresque est sorti, pardon, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, est sorti à la fin du XVIe siècle, après ce qu'on a appelé ce roman dont on n'a jamais trouvé l'auteur, qui s'appelle Lazarillo de Tormes. C'est l'histoire d'un petit Lazare
dont les parents sont misérables, et ils confient leur fils à un aveugle, moyennant quelques pièces. Ça leur permet d'avoir un peu d'argent, et puis surtout de se débarrasser de leur fils, qui coûte cher à nourrir. Et donc, ce sont les tribulations, les mésaventures de ce jeune homme avec cet aveugle qui est absolument redoutable. C'est un petit roman qui se lit facilement et qui est très agréable. Et puis ensuite, après, il y a eu d'autres romans du même genre qui mettaient en scène des picaros. Donc le picaro, je vous ai à peu près la moitié, je vous ai dit la moitié de ce que c'était. C'était un jeune homme de milieu très pauvre, très modeste, qui se trouve lancé dans un monde où il rencontre des gueux de son espèce comme lui. Et entre ces gens-là, c'est la lutte pour la survie, c'est la guerre de tous contre tous. Et disparaissent, si on peut dire, enfin si on fait disparaître le héros, on ne peut pas écrire le roman. Donc il survit, et il survit auprès de conditions où la morale n'a plus rien à voir. Voilà ce qui m'intéressait. En principe, excusez-moi, ce roman est écrit à la première personne. Et le jeune homme, le héros, raconte ses aventures, les rencontres qu'il a fait avec des gens pas très recommandables. Ce qui m'intéressait parce que, même si on m'a dit que ça ne ressemblait pas au roman policier que j'avais écrit jusque-là, il se trouve qu'il y a au moins 2 points communs. Le premier, c'est que j'aime bien écrire à la première personne, ce qui fait que lorsque je raconte l'histoire de quelqu'un qui a mal tourné, il y a toujours des journalistes très malins qui pensent que c'est de moi que je parle. Alors, si j'avais mal tourné, je n'irais pas le raconter. Ça d'un côté, et de l'autre, la rencontre. Je pensais surtout, par exemple, pour Neutralité malveillante, l'histoire d'un psychanalyste qui a pignon sur rue et qui tourne mal parce qu'il a un patient qui l'emmène vers des lieux pas très fréquentables. Donc, curieusement, même si ce roman se passe au XVIIe siècle, il y avait quelques points communs où je me sentais à l'aise, c'est-à-dire un roman d'aventure écrit à la première personne avec des rencontres pas très, j'allais dire pas très catholiques, excusez-moi, mais c'était... voilà. Donc, et Juan de Figueras, ça commence comme ça. Alors, ce qui m'intéressait tout de même, c'est que, bon, j'avais quand même quelques idées sur l'Espagne, puisque j'ai travaillé sur le roman picaresque sur le XVIIe siècle à l'université, c'est que l'Espagne est complètement omnibulée par le catholicisme. Il y a une espèce de folie, d'addiction au catholicisme, telle qu'on fait, on en parlera après si vous voulez, les raisons qui la poussent à se comporter comme ça, telles que tout ce qui n'est pas catholique, et ce qu'on appelait à l'époque limpio de sangue, c'est-à-dire de sang pur. Je trouvais ça intéressant quand même qu'au XVIIe siècle, on commence déjà à parler de pureté du sang. Il y a quelques petits rigolos qui ont fait marrer personne, quelques siècles plus tard, qui ont repris le même concept. Ils ont appelé ça à rien, mais c'est l'idée globale est la même. Donc ça m'intéressait. Et puis, donc je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, je trouvais intéressant de parler de ce jeune homme pris dans cette Espagne pas possible. Ah oui, voilà, complètement omnibulé par le catholicisme. Ce qui fait que ça donnait une certaine coloration à l'Espagne, et ça me rappelait quelque chose que j'ai connu, bon, parce que je commence à prendre un peu d'âge, alors au lendemain de la guerre, j'entendais sans arrêt mes parents parler de ce qui se passait pendant l'occupation en France. Et j'ai trouvé que, curieusement, les histoires de Maran pouvaient tout à fait renvoyer à ce qu'ils avaient vécu à cette époque-là. Au lendemain, pendant l'occupation, bien sûr, et puis la manière dont ils en parlaient. Vous voyez, il y avait des tas de recoupements possibles qui m'intéressaient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Maran? Bon, je pense qu'on en a tous une idée, mais je vais quand même le rappeler, préciser. Ce sont des juifs qui se sont convertis. Enfin bon, pour aller très rapidement, on les appelait des conversos, hein, ou des converses en français. Attendez, parce que je tourne à une partie. Excusez-moi. Oui, non, c'est bon, ça va. Bon. Est-ce que vous avez besoin de micro? Peut-être que le micro n'est pas nécessaire. C'est pas utile le micro. Ah bon, tu parles suffisamment fort? Oui, la voix est plus agréable en plus. Ah bon, comment? C'est plus agréable. Ah bon, si je peux vous être agréable. Le micro n'est pas bon. Alors bon, bon, alors donc, les Maranes, ce sont donc des juifs qui, vers le 14e, 15e siècle, avant l'expulsion, se sont convertis au catholicisme. Alors pour 2 ou 3 raisons majeures. La première, c'est qu'il y en avait certains, c'était par conviction. Ils ont été persuadés que le catholicisme
et que c'était la vraie religion, et que le Christ était le Messie que les Juifs qu'on attend. Bon, ça les regarde. Et puis il y en a beaucoup qui se convertissent par opportunisme, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette défiance à l'égard des Juifs, telle que des charges importantes dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, parce que fonction publique, ça se dit maintenant, mais pas à l'époque, mais enfin des charges royales n'étaient pas étaient interdites aux Juifs. Donc il y avait cette opportunité, cet arrivisme qui permettait, en se convertissant, d'y accéder. Bon, et à partir du fin du XIVe siècle, début du XVe, commence à se mettre en place, pour des tas de raisons très compliquées, j'étais en train de relire ça, mais ça serait trop long, mais une espèce de méfiance à l'égard des conversos, parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas sincères dans leur conversion. Alors soit, s'ils étaient obligés, évidemment, parce qu'il y a des choses pour qu'ils ne le soient pas, mais s'ils n'étaient pas obligés qu'ils se convertissaient, on avait peur que ceux qui s'étaient convertis malgré eux puissent se détourner du droit chemin du christianisme, si on peut dire, les converses sincères. Et puis ça avait donné lieu à des débats qui étaient tout à fait intéressants au sein du catholicisme, à savoir, est-ce que ces juifs qui se sont convertis, qu'ils l'aient fait par conviction ou par opportunisme, mais il y a des débats tout à fait intéressants là-dessus. Est-ce que c'est important ? Dès lors qu'ils avaient reçu le baptême, c'est comme ça chez les chrétiens et chez les catholiques, dès lors qu'ils avaient reçu le baptême, ils entraient dans la communauté chrétienne, de la même manière qu'on ne demandait pas aux enfants, aux nouveau-nés, quand on les baptisait, s'ils étaient d'accord ou non, ils faisaient partie de la communauté chrétienne. Et puis il y en avait d'autres qui, pour des raisons apparemment religieuses, contestaient la validité de cette conversion. Pour des raisons apparemment religieuses, en réalité, c'était des raisons économiques et politiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de converses qui avaient des ambitions, et qui donc, dès lors qu'ils avaient accès à des charges publiques, prenaient de l'importance, et puis faisaient en sorte que ce qu'on appelait les vieux chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens de souche, si on peut dire, se trouvaient face à une concurrence qui leur déplaisait. Alors, on a présenté ça sous la forme d'un débat religieux. Voilà en gros comment ça se présentait. Alors, pour en revenir à mon roman, voilà, Juan de Figueras appartient à une famille sévillane. Alors, il s'appelle Figueras, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, personne ne peut lui dire pourquoi tout sort ce nom d'une ville qui se trouve au nord de l'Espagne, mais bon, c'est comme ça. Il n'est pas pauvre. Ils sont surtout pas pauvres. Ils s'enrichissent grâce au commerce avec ce qu'on appelait à l'époque les Indes d'outre-Atlantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant l'Amérique latine. Autrement dit, on a volé des fortunes considérables aux Indiens d'Amérique, et on les acheminait, et ça arrivait à Séville par, je ne sais plus quel, j'ai un trou là, je ne me souviens plus le nom du fleuve, qui a amené les cargos, les bateaux chargés de quantités énormes d'or, d'argent, des épices, de toutes sortes de richesses. Voilà, le Guadalquivir. Et alors, le père, dans la famille de Juan de Figueras, on est commerçant, et puis on a mis en place des entrepôts pour garder ses fortunes, et puis ensuite faire en sorte qu'elles soient distribuées dans l'Espagne, et le père de Juan en garde une partie pour lui, parce que c'est ce qui est convenu. Donc, c'est une famille qui est tout à fait aisée. Très aisée, oui, c'est ça. Et alors, il décide d'envoyer ce petit garçon qui a 13 ans, parce que le roman commence, il a 13 ans. Voilà. Donc, il est catholique. Il a été élevé par ses parents dans la religion catholique. Il a été élevé dans la foi catholique. Dans la foi catholique, donc très observant, toute la famille, et lui est persuadé qu'il est catholique. Et comme il y croit énormément... Il y croit, ça ne pose pas de problème pour lui, jusqu'au jour où, d'abord, il est envoyé par son père. Son père l'envoie dans un curieux collège qui se trouve à Valence, c'est loin à l'époque, dans un collège qui s'appelle le collège du Saint-Sacrifice de la Rédemption. Vous voyez, tout ce qui est Saint-Sacrifice, Rédemption, etc. Là, c'est parfait. C'est tenu par des prêtres séculiers, et il pense que, puisque sa vocation est d'être prêtre, qu'il aille
qu'il aille se faire voir là-bas. Le Juan, bon, on ne comprend pas très bien pourquoi il faut qu'il aille aussi loin, on le comprendra après, Oui. arrive dans ce collège. Et alors, ce que j'ai découvert sur les collèges en Espagne, ça n'est pas triste. C'est-à-dire que, en gros, c'est souvent tenu par des prêtres qui sont d'une avarice épouvantable et qui s'engraissent avec l'argent que paient les parents et ils laissent mourir leurs élèves de faim. En plus, il y règne des mœurs assez curieuses, si bien que le malheureux Juan de Figueras est sur le point de mourir de faim. Il y a une cruauté entre les... Il fait son premier apprentissage de la cruauté du monde. De la malveillance. De la malveillance, mais c'est à peu près comme ça que ça se passait dans ces sympathiques collèges. Et ce qui fait que pour survivre, il se prostitue auprès de ses camarades qui ont de l'argent et aussi auprès des professeurs qui apprécient beaucoup ses prestations. Voilà. Ce qui allège en quelque sorte son séjour dans ce collège jusqu'au moment où il est renvoyé. Parce qu'il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Bon, son train de vie s'améliore énormément. Ah oui, parce qu'il est très doué. Oui, il est très doué, Donc il est très apprécié. Oui, et les prêtres d'ailleurs lui disent c'est un don du ciel que Dieu t'a donné, il faut que tu en fasses profiter les autres. Donc il gagne de l'argent comme ça, et comme ça il a une belle soutane, il a des habits un peu mieux que troués, etc. Et puis il mange, il est tout content. Voilà, jusqu'au moment où il est renvoyé, et très probablement, pour une raison à laquelle il ne s'attendait pas, c'est qu'on sait très bien que ce n'est pas un vieux chrétien. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que les conversos, dès lors qu'ils ont été ostracisés et mis à l'index, on les a appelés des maranes, ce qui veut dire en espagnol des porcs, ce qui est un terme extrêmement injurieux, d'autant plus que porc, vous savez très bien qu'on ne mange pas de porc. Voilà, donc il est plus ou moins suspecté d'être... il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'on le suspecte de ne pas être un véritable chrétien. Mais il changeait de nom. Il changeait de nom. Non, pour se prostituer. Non, ceux qui se convertissaient, est-ce qu'ils changeaient de nom? Ah oui, certains changent, bien sûr, effectivement. Des gens très connus ont changé de nom. Non, mais c'est déjà des noms. Oui, vous avez absolument raison. Oui. Bien sûr. Bon, là, pour les commodités romanesques, ça me semblait très bien qu'ils continuent. Il y en a un qui change de nom. Comment? Ça fait des princes Abravanel qui prend un oui, nom. alors ça, oui. Il prend un nom qui n'est pas... Lorsqu'il va au Portugal, il se convertit, il revient, il se déconvertit, si on peut dire en Espagne. C'est ça, et il change de nom. Voilà, oui, mais c'est vrai. Voilà. Bon, donc le voilà renvoyé du collège. Et entre autres, je vous disais qu'on considérait qu'il n'était pas un vieux chrétien, mais il y a une autre raison qui est quand même très matérielle, c'est que les espèces sonnantes et trébuchantes qu'on attend de sa famille n'arrivent pas. Alors là, il y a vraiment... On pouvait fermer les yeux tant qu'on était payé, mais dès lors qu'on n'est plus payé, ça c'est le péché abominable, péché capital, donc il est renvoyé. Et à partir de ce moment, son seul souci, c'est de retourner à Séville, retrouver ses parents et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et le chemin qu'il conduit à Séville, c'est un peu comme les chemins qui conduisent à Rome, ils ne sont pas vraiment directs. Ça, c'est des turbulences incroyables qui lui arrivent, violentes, extrêmes, des rencontres très redoutables. Oui, c'est le propre du roman picaresque. Le picaro, c'est quelqu'un c'est un gueux qui voyage, et qui voyage au gré de ses rencontres. Et alors, il rencontre toutes sortes de gens pas tout à fait recommandables. Des mendiants, des aristocrates cyniques et des abusés, il rencontre des voleurs, il rencontre aussi un monsieur qui est teinturier, mais qui ne peut plus honorer sa femme. Et il pense que si c'est un marade qui le fait, ça ne porte pas à conséquence, parce que ce n'est qu'un marade. Et alors donc voilà notre malheureux Juan de Figueras, obligé d'apporter le plaisir. Et d'ailleurs il est très ami avec son... Oui, j'ai bien aimé cette histoire, ça m'avait fait assez rire. Et c'est très drôle dans votre roman, il y a un passage comme ça très drôle. Il est très ami avec le mari qui lui dit, bon... qu'il prend pour un prêtre, puisqu'il a toujours sa soutane, et il lui dit, bon, écoute, je te fais pas payer,
le séjour, mais ton salaire, ça sera de faire plaisir à ma femme, parce que moi, à mon âge, je ne peux pas tellement. Et donc, la première fois qu'il y va, bon, sa femme pousse des cris d'extase, il lui dit « T'as très bien travaillé, tu auras droit à un bol de soupe supplémentaire. » Et moyennant quoi, il est coincé dans cette famille. Et c'est très drôle, parce que quand sa femme l'appelle, parce que lui, il essaye un petit peu de retarder le moment, parce qu'à un moment donné, il n'a plus envie, quoi. Ça devient fatigant. Parce qu'elle est pas jolie, elle est énorme, enfin vraiment. Mais ça se passe dans l'obscurité, alors. À un moment où, justement, alors lui, il essaye d'esquiver, mais elle l'appelle de l'étage, elle l'appelle alors, tu viens, oui. Oui, ce qui fait qu'en plus, elle ne bouge plus de son lit. Hein. C'est ça, il faut qu'il monte là-haut. Donc jusqu'au moment où il s'en va, quoi. Il part, il la quitte, il s'en va, il est tout content, il se sauve. Il se sauve en malmenant un peu le mari qui ne demandait qu'à être ami avec lui. Il lui dit, c'est dommage qu'il y ait ma femme, sinon on aurait pu être très copains tous les deux. Hein. Bon. Et puis il rencontre aussi, et puis il s'emploie aussi chez un notaire qui fait, alors c'est un commerce très juteux à l'époque, qui fait des fausses attestations de limpieza de sangre, de pureté de sang. Moyennant finance, on payait l'Inquisition, on payait le trésor royal, on trouvait des témoins qui étaient prêts à jurer que vous avez toujours été chrétien depuis le début des temps, et ça coûtait cher, mais ça permettait d'échapper à l'Inquisition. Et ça permettait d'échapper, alors là j'avais été quand même assez étonné, par un livre qui s'appelle El Tizón d'Espagne. El Tizón d'Espagne, qu'on appelait aussi Libro Verde. C'était un livre qui dressait la liste des gens qui n'étaient pas supposés être des vieux chrétiens. Généralement, on s'attaquait plutôt aux aristocrates pour essayer de les destituer. Et donc, si on figurait sur ce livre, c'était quand même très embêtant pour satisfaire ses ambitions. Moyennant quoi, on allait voir un notaire qui vous faisait toutes les attestations que vous voulez, avec tous les témoins que vous voulez, et donc, voilà, il gagne sa vie comme ça. Il peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire accuser des gens d'être des marades, parce qu'il y a un moment, ça m'amusait assez cette histoire, entre deux prêtres qui briguent l'évêché de je ne sais plus quelle ville, enfin bon, ça n'a aucune importance, et alors ils s'accusent réciproquement d'être marades. Alors, il fait un acte notarié pour prouver que l'un des accusés n'est pas marade, et ensuite il fait un autre acte notarié pour expliquer comment l'autre est un marade. Et alors être un marade, c'est pas n'importe comment, c'est avoir pactisé avec le diable, organiser des soirées de sorcellerie, se livrer à toutes sortes de choses pas possibles. Et avoir des livres aussi, avoir des livres bien sûr. Kabbale des livres écrits avec des petits caractères qui semblent, voilà, une figure géométrique, etc. Il rencontre aussi quelqu'un qui gagne sa vie dans la délation. Voilà, bon, vous voyez, mais qui donne un tableau que je trouvais intéressant sur l'Espagne, et qui m'intéressait parce que ça renvoyait à une autre époque, celle dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire l'Inquisition, les dénonciations, l'Inquisition qui va frapper à votre porte parce que vous êtes supposé être un marade ou un juif. Voilà, vous voyez cette époque. J'étais très étonné par le parallèle qu'on pouvait établir entre ces deux époques. D'ailleurs, le tableau que vous faites de l'Espagne, et vous dites dans le roman, c'était un tableau d'une Espagne de paresse et d'exécrable intolérance. Donc il y a une véritable obsession justement de cette pureté de sang, comme vous disiez tout à l'heure. Et je veux dire, et quand Juan va dans les villes, parce qu'il part de sa petite ville, et puis il traverse d'autres villes pour arriver jusqu'en Séville, puisque son idée c'est d'aller jusqu'à Séville. Et donc le tableau que vous faites, c'est un tableau vraiment d'une saleté, je veux dire, les rues sont sales, il y a des chiens et des chiens qui meurent, qui sont morts, des chats, et les gens dans l'étage qui balancent les pots de chambre. Vraiment, alors... C'était vraiment le Moyen-Âge. Oui, alors ça sent la putréfaction, c'est vraiment... Et puis alors, il y a beaucoup de gens, c'est une fresque sociale aussi, votre roman, parce qu'il y a beaucoup de gens que le Juan rencontre. Alors il y a des gueux,
il y a des mendiants, il y a des alguacils, si vous voulez dire un mot, des hidalgos, ils rencontrent tout ça. Oui. Alors, si vous voulez dire peut-être quelques mots sur eux. Ne croyez pas que j'accable méchamment et cruellement l'Espagne du XVIIe siècle, parce qu'en Europe c'était à peu près partout pareil. Voilà, l'Espagne n'était pas très différente. Hein. En France, sous Louis XIII et sous Louis XIV, c'était pas mieux du tout. La seule particularité, c'était peut-être que c'est deux choses. La première, c'est qu'il y avait une obsession du catholicisme qu'on ne trouvait pas dans les autres pays, même si en France, il y a eu l'édit de Nantes, et puis et après on a supprimé l'édit de Nantes. Mais en gros, il y avait tout de même des protestants, alors qu'en Espagne, il n'y en a pas. Hein. On fait la chasse à tout ce qui n'est pas catholique. Alors donc, sont visés les juifs et sont visés les musulmans. Mais surtout, si on peut dire, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le catholicisme a une fonction en Espagne, pas seulement religieuse, mais aussi politique. C'est-à-dire que lorsqu'on a vaincu les musulmans à Grenade en 1492, qui est contemporain avec le décret de l'Alhambra, où on demande aux juifs de ne plus remettre les pieds en Espagne sous peine de mort, eh bien, lorsqu'on s'est débarrassé des Juifs en Espagne, lorsqu'on les a renvoyés, c'était surtout parce que le catholicisme était un ferment d'unité nationale, d'unité nationale si on peut employer cette expression qui n'est pas encore valable à cette époque, mais l'Espagne n'existait pas comme pays unifié. Hein. C'était une série de régions occupées par les morts, qu'on repousse progressivement, ça a duré 7 siècles cette affaire, et donc pour créer l'unité du royaume d'Espagne, le catholicisme est le ferment idéal. Par conséquent, tout ce qui n'est pas catholique n'a rien à faire en Espagne, et donc on les renvoie. Ce qui est arrivé aux Juifs en 1492 est arrivé un peu plus d'un siècle après avec les musulmans qu'on a renvoyés dans des conditions absolument épouvantables, sous un soleil de plomb pour aller prendre des bateaux à Valence et pour aller se faire voir où ils voulaient. Mais le problème d'ailleurs avec les musulmans, c'était que qui s'étaient convertis, dont beaucoup s'étaient convertis comme les Juifs pour pouvoir rester en Espagne, et qu'on ne croyait pas davantage que les Juifs. Il faut voir qu'il n'y a pas plus paranoïaque qu'un inquisiteur. Hein. C'est qu'on était en guerre avec la Turquie. Alors donc on pensait que les musulmans qui étaient en Espagne, c'était une 5e colonne au service des Turcs. Les malheureux musulmans, les Turcs, ils n'en avaient rien à faire. Et alors donc si on les garde, ils vont prévenir les Turcs c'était un raisonnement de paranoïaque. Mais si on les renvoie, ils vont aller grossir les rangs de l'armée turque contre nous. Alors vous voyez, les malheureux paranoïaques inquisiteurs ne savaient plus quoi faire. Hein. Et puis finalement, ils se sont décidés à les renvoyer. Moyennant quoi, ils ont contribué à l'appauvrissement de l'Espagne d'une manière absolument étonnante, parce que ceux qui produisaient des richesses, hein, c'était les Juifs, par leur intelligence, par leur travail, et les musulmans également. Je veux dire, par exemple, les musulmans étaient une grande civilisation, je pense qu'ils le sont toujours malgré des déviations qui ne sont pas du tout plaisantes, mais il y avait une grande culture, et les palais musulmans à Grenade ou à Séville sont absolument extraordinaires. Juste une petite chose, ils avaient réussi, par exemple au-dessus de Grenade, à utiliser les montagnes qui entouraient Grenade. Au moment de la fonte des neiges, des glaciers, ils avaient mis en place des systèmes de drainage de manière à fertiliser les eaux. Donc ils ont quand même contribué à l'enrichissement du pays. Eux aussi, et dans des tas de régions, ils ont occupé des villages où on leur a attribué les terres les plus mauvaises et qu'ils ont réussi à fertiliser et à rendre fertile, bien sûr. Mais lorsqu'on les a renvoyés, l'Espagne s'est appauvrie d'une manière considérable. Et alors, une dernière chose... Moi, j'aimerais vous arrêter juste un mot, parce que justement, je veux abonder dans votre sens. Et en vous lisant, justement, un passage où un des personnages dit la raison pour laquelle on a expulsé les Juifs, qui va dans ce que vous venez d'expliquer, de dire. Regardez, par exemple, un des personnages qui dit... alors, la limpieza des sangre est très utile. Grâce à elle, nous pouvons prétendre à des charges que l'on refuse aux autres.
comme si la compétence en dépendait. Voilà. Ensuite, maintenant que les tiens ne peuvent plus prétendre qu'à l'exil ou au bûcher, on a jalousé leur réussite, on les a accusés d'être de faux chrétiens, de prêter à des taux exorbitants, d'avoir pactisé avec le diable et même d'avoir propagé la peste qui a décimé l'Espagne, de s'enrichir par leur travail et leur intelligence et ainsi de menacer les grands dans leurs prérogatives. C'est la vraie raison de l'expulsion des Maranes. Si on les avait laissés faire, ils auraient transformé le pays. Or, les gens de ma condition veulent que rien ne bouge. La religion, c'était un prétexte, des balivernes, pour juste se débarrasser d'eux. Voilà, c'était pour un peu illustrer ce que vous venez de dire. Bah, oui, c'est un grand d'Espagne, et c'est très bien quand il parle. Oui. Toute petite chose que je voudrais ajouter, puis je me tais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question après? Ce que je voulais dire, c'est qu'on renvoie les Juifs et les morts, et donc on pense compenser cette expulsion par les richesses qu'on vole en Amérique latine. Alors il y a des fortunes considérables qui arrivent, mais qu'est-ce qu'on fait de ces richesses? On les investit dans aucune industrie, rien du tout. Elles servent juste à asseoir les prérogatives des grands, à améliorer leur niveau de vie, leur importance, et tout ce dont on a besoin, on l'achète en Europe, en France, en Espagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, et si bien que l'or volé en Amérique latine, cet or est distribué en Europe. L'Espagne est une plaque tournante de cet or-là et qui n'a absolument pas servi à enrichir. Et puis juste un dernier mot, on a pu voir jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Franco à peu près, à quel point l'Espagne était industriellement et économiquement en retard. Il a fallu tout ce que vous connaissez pour rattraper ce retard. Voilà, une question que... Oui, vous parlez de l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe, mais on peut rappeler aussi que cette expulsion des Juifs, elle démarre déjà en Angleterre fin XIIIe ou en France. Oui. Il y a eu des vagues d'expulsion au XIVe. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas rejeter toute la responsabilité sur les Espagnols. D'autres pays comme le nôtre l'ont fait également. Bien sûr. Et la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous n'avez pas situé votre roman fin XVe, au moment justement de cette expulsion avec le décret d'Alhambra. Il y a 400 000 Juifs qui sont concernés, 250 000 qui deviennent maranes, qui se convertissent, 30 000 qui sont exécutés, les autres partent en Afrique du Nord ou surtout vers l'Europe du Nord. Pourquoi ne pas avoir choisi cette période qui était encore plus dramatique pour la situation des Juifs? Alors, parce que, comme je vous le disais au début, j'avais assisté à ce très bel exposé sur la situation des converses jusqu'à la fin du XVIe siècle, en gros, du XVIIe, et aussi parce que, comme je voulais écrire un roman picaresque, et que le roman picaresque prend son essor à la fin du XVIe siècle avec El Lazarillo de Tormes, et qu'ensuite il continue au XVIIe siècle avec Cervantes, c'est l'époque, c'est l'âge d'or aussi. Déjà on parlait de l'âge d'or de l'Espagne pour ses peintres, ses écrivains. C'est aussi l'âge d'or du roman picaresque. Alors comme je voulais écrire un roman picaresque qui soit bon pour un vrai roman picaresque, je ne pouvais le mettre au XVIIe siècle. Mais votre question, ça n'aurait pas pu être un roman picaresque comme je le souhaitais. Alors la particularité de Juan, c'est qu'il est marane. C'est un marane. Donc en fait les maranes, disons qu'ils ne sont pas religieux, ce sont des juifs qui se convertissent, mais que dans leur intimité, dans leur petite maison, etc., lorsqu'ils ferment les volets, etc., ils sont des juifs. Alors il y a une petite chambre, par exemple, dans la maison de Juan, qui est une synagogue. Mais Juan, le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Ses parents, lorsqu'ils vont prier, ils lui disent bon, toi tu t'en vas, c'est bon, nous allons faire... Enfin, ils donnent des prétextes comme si c'était une réunion quelconque. Et donc, il n'a jamais su pourquoi ses parents, à un certain moment, allaient dans cette petite chambre, dans ce petit endroit, qui est comme une espèce de petit cloître, etc., mais qui est en fait une synagogue. Et il réunissait son père, réunissait ses amis, de la famille, etc., où il priait le vendredi, et les fêtes, etc. Bon, le problème, il est là, en fait, de Juan, c'est qu'il ne sait pas qu'il est marane. Et cette espèce de problème d'identité qu'il a, qui va le poursuivre
enfin, pas toute sa vie, mais au fil de ce récit, il ne sait pas qui il est et il a vraiment un problème d'identité. C'est au fur et à mesure des aventures, et parce que chaque fois qu'il rencontre, on lui dit « Tu n'es pas chrétien, tu es un marane ». Et il se demande « Mais non, mais je suis chrétien, je voulais devenir prêtre, j'ai été élevé dans la foi catholique, je ne comprends pas ». Il ne comprend toujours pas pourquoi tous les gens qu'il rencontre et qui lui disent « Mais non, non, regarde, tu as une façon de regarder, tu as une façon d'être sur tes gardes, tu es un marane ». Et c'est incroyable, lui n'arrive pas et c'est une vraie angoisse. Oui, alors cette angoisse, enfin je ne l'ai pas connue parce que je n'étais pas né à cette époque-là, mais c'était une espèce de respiration. Je l'ai entendu chez moi après la guerre, quand je suis né. C'était une manière d'être. Alors j'imaginais que pour les Juifs de cette époque, du XVIIe siècle en Espagne, persécutés, poursuivis par l'Inquisition, qui était complètement folle, ça bon, c'est suffisamment dit, mais qu'elle allait vérifier sous les fenêtres, pour passer pour catholiques, les Juifs allaient acheter du porc. Évidemment, ils n'en mangeaient pas, ils le laissaient sous les fenêtres. Ou alors on pouvait les mettre aussi sous les fenêtres, on pouvait les ramasser et les mettre sous les fenêtres de quelqu'un d'autre dont on voulait se débarrasser. Et des tas de choses comme ça. L'Inquisition aller jusqu'à... Bon, alors regarder sous les fenêtres, hein, c'est carrément si elle regardait pas par les trous de serrure, ce qu'elle se gênait pas de faire d'ailleurs, aller chez les gens pour voir quelle cuisine ils mangeraient. Et alors, par exemple, s'ils s'apercevaient qu'ils faisaient la cuisine avec de l'huile d'olive, c'était suffisant pour qu'ils soient repérés comme maranes parce qu'ils n'utilisaient pas la graisse de porc pour faire la cuisine. Vous voyez, c'était très fou cette époque. Obsessionnel, hein. C'est le seul moins qu'on puisse dire. Et donc ça mettait les... Alors, je veux dire deux choses. Ça mettait les Juifs dans une angoisse dont parfois ils ne se rendaient même pas compte. Ce qui me rappelait quand même ce que devaient vivre les gens dans les années 40, en Allemagne évidemment, mais en France. Et aussi, ce qu'il y avait, c'est que, en essayant, c'est qu'on les repérait, c'est ce qu'on dit, à cette ère d'incertitude. Et il y a quelqu'un qui vient de Salonique, c'est la ville d'où venaient mes parents, Salonique, où les Juifs étaient majoritaires. Et là, il y a cette idée que lorsque les Juifs sont majoritaires, ils arrêtent de faire semblant, ils sont ce qu'ils sont, avec une espèce d'assurance tranquille, il n'y a pas de problème, de sorte que quelqu'un qui vient de Salonique les repère tout de suite. Vous, on vous voit, vous avez cette air d'incertitude et d'inquiétude qu'on ne voit pas chez nous, parce que chez nous on est majoritaire, on est Juif normalement et naturellement. Et donc ça aussi c'est quelque chose que bon, tout le monde aura compris, hein, ce que c'est que d'être dans un monde juif, où on est juif parmi les juifs, et on s'en fout. Hein. Tandis que voilà, ça aussi, ça m'intéressait beaucoup de le raconter de cette façon. Un peu sur le qui-vive, ils sont un peu sur le qui-vive. En permanence, oui. Voilà. Et lorsqu'il en voit, il commence à se rendre compte que lui, il est peut-être comme ça aussi, parce qu'à un moment, il repère des gens qui peuvent être des maranes, et il se dit... C'est comme si c'était son propre miroir. Oui, c'est ça. C'est très intéressant, je veux dire, ce problème d'identité que vous avez exploré, je veux dire. Et en fait, il est marane, il ne sait pas qu'il est marane. Donc il est marane à lui-même. Il est à lui-même son propre marane. C'est quand même une situation extraordinaire. Oui. Ce qui lui permet d'ailleurs d'en vouloir à ses parents. Hein, les parents qui surprotègent les enfants et qui veulent les mettre à l'abri de toutes les difficultés. C'est ce qu'ont fait les parents de Juan de Figueras. Il ne faut pas que tu saches, mais malgré tout, il y a quand même des points, des espèces de lapsus qui font qu'il les reconnaît ça. On n'arrive pas à rayer complètement une identité. Ce qui me fait penser, si vous permettez en 2 minutes, lorsque pour un roman, j'étais allé à Salonique, la ville d'où venaient mes parents, dont ils ne voulaient plus entendre parler. Et effectivement, à Salonique, on a tout fait pour étouffer, rayer la présence juive qui a duré 4 siècles et demi. Mais curieusement, il y a au moins un film que je vous recommande si vous le trouvez sur Internet, qui s'appelle Salonique, ville du silence, de Maurice Amaraggi, et qui se promène dans Salonique à la recherche de tous les balbutiements, de toutes les traces comme des lapsus, hein, au sens freudien du terme, qui dévoilent quand même la présence des Juifs. Il y a des rues qu'on a oublié de débaptiser, il y a certains points où il reste des étoiles de David. C'est pas possible d'éradiquer complètement, de faire comme si ce qui a eu lieu n'a jamais eu lieu. Donc voilà, c'est ce qui arrive aussi pour l'Espagne. Et pour l'Espagne, justement. Qui n'arrive pas à se débarrasser ni de ses juifs, ni de ses morts. Voilà, ça les hante. Oui, oui. Voilà.
Et donc ce Juan, qui au départ a 13 ans, il est très naïf. Et puis c'est au fur et à mesure de ses rencontres qu'il va s'endurcir. Et un jour, vous racontez, enfin je veux dire, il y a un passage intéressant où il se regarde dans l'eau d'une fontaine et il se regarde, il voit son visage, il ne se reconnaît pas, il voit un visage très dur, très marqué. C'est le même et un autre visage. C'est ça, c'est mon visage, mais ce n'est plus moi, c'est le même. Parce qu'il a été en contact avec des forbans, avec des voleurs, il a volé, il a tué même, il finit par tuer. À la fin, il finit par tuer. Donc, il a des bonnes raisons. Oui, il a des bonnes raisons. Donc il a vraiment la totale, quoi. Il a volé, il a fait des turpitudes, il s'est prostitué. Et finalement, il assassine quelqu'un. Voilà. Et donc c'est un roman, je veux dire, où de naïveté en de cette naïveté, il va devenir un homme, sera mature. Et moi, j'ai pensé que peut-être finalement, est-ce que c'est pas un roman initiatique finalement? Un roman initiatique où on passe par toutes les étapes pour devenir un homme. On passe par des moments très difficiles pour se chercher, pour pas se trouver, mais en tout cas pour essayer de savoir qui il est. Finalement, il finit par deviner et pas trouver qui il est. Oui, effectivement, petit à petit, la vérité se dévoile. Mais je pensais à une chose, à des conférences à laquelle j'avais assisté qui m'avaient tout à fait intéressé sur le sort des enfants juifs, des enfants de Maran. Quand l'Inquisition leur mettait la main dessus, en gros, ils avaient affaire à des gamins, pour les effrayer, c'était pas très difficile, et on obtenait d'eux qu'ils accusent leurs parents de toutes sortes de méfaits complètement délirants, de pacte avec le diable, de fornication avec des boucs, je sais plus ce qu'ils pouvaient. Ils étaient très obsédés de ce côté-là, d'ailleurs, de l'Inquisition. Et une fois qu'ils ont réussi à faire en sorte que leurs parents soient accusés, bon, eux, qu'est-ce qu'on en faisait? On les mettait ou dans des hôpitaux, des orphelinats, ou on les confiait à des familles pour qu'ils soient élevés comme de bons chrétiens. Alors les familles, lesquelles familles touchaient de temps à autre un subside dont elles s'occupent, qui ne leur servait pas grand-chose, qui ne leur servait pas tellement à éduquer les enfants, ce qui fait qu'il y a des espèces de, de bandes, comme au sens où il y aurait des bandes de voyous maintenant, qui sont des bandes de fils de Maran, qui traînent en Espagne et qui sont extrêmement violents, comme lorsqu'on peut trouver dans certaines banlieues de villes où il y a une grande violence qui traîne. Et alors ces enfants, bon, certains sont repris par l'Inquisition et par la police, et d'autres entrent dans et c'est ce qui est arrivé à Juan de Figueras, qui lui a échappé à ça, il n'a pas eu à dénoncer ses parents, mais il les rencontre, c'est ces jeunes gens qui sont d'une espèce de violence, et qu'on utilise dans les bandes de voleurs pour assassiner des gens. Ceux-là, ils sont parfaits. Et donc, ça lui permet de rencontrer des choses qui auraient pu lui arriver à lui aussi. Et c'est comme ça qu'il découvre que l'un d'entre eux est un type particulièrement violent et apprécié dans la bande de voleurs, de malfaiteurs dans laquelle il entre, lui explique comment on fait pour tuer les gens. C'est pas très difficile à tuer quelqu'un, c'est ce qu'il lui explique. Ouais. Et ça sert beaucoup à Juan de Figueras. Si je peux me permettre une chose, c'est une légitime défense. Il ne fait que tuer le mari de sa maîtresse. Oui, c'est ça, voilà. C'est quand même c'est respectable. C'est le seul qui assassine. C'est la seule fois où il assassine. Oui, enfin, il se défend lui-même. Il se défend, oui. Alors moi j'aimerais, il y a une expression, vous employez le terme de Maran inversé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Maran inversé? Alors ça, c'est une de mes inventions, mais qui part d'une réalité. C'est-à-dire que le commerce de l'argent est interdit par la religion catholique, chez les catholiques. Donc, c'est laissé aux juifs, on connaît tous ces histoires de juifs usuriers, dont certains tirent un peu trop fort sur la corde, mais donc s'enrichissent comme ça. Et puis, Juan rencontre un type qui est très pauvre, mais qui lui dit « Ma famille a été très riche à un moment, parce que nous étions des marans inversés. » Alors, c'est quoi ça, des marans inversés? Eh bien, c'est pas compliqué. Mon arrière-arrière-grand-père travaillait pour un riche usurier juif qui n'avait pas de descendance, et il lui a dit « Écoute, si tu te convertis, je te laisse ma fortune. Tu ne sauras jamais... Alors, tu peux pratiquer ta religion en secret si tu veux, mais il faut qu'officiellement tu sois juif. D'ailleurs, il y a une petite opération. Je connais un barbier qui la fera. Alors, l'autre, il hésite, il dit, mais c'est pas ton... Est-ce que c'est ton prépuce qui va te donner à manger? Non. Alors, donc, il accepte, et effectivement, il atteint une fortune absolument considérable dès lors qu'il... Et il a compris comment on fait
fructifier le commerce de l'argent, et donc il devient extrêmement riche. Et ça, c'est avant l'expulsion des Juifs. Ce qui fait que ça... il y avait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait un certain nombre de catholiques qui, pour pouvoir pratiquer le commerce de l'argent, se convertissaient au judaïsme parce que c'était quand même un commerce qui est enrichissant. Oui. Et donc, dans cette famille, lorsqu'on expulse les Juifs ou qu'on leur demande de se convertir, ben, ils disent ben non, nous on n'est pas des vrais Juifs, on est des marins inversés, on fait croire qu'on est Juifs, mais on continue à pratiquer en secret le catholicisme. Ça m'amusait beaucoup, pour ce qui énervait énormément l'Inquisition, qui dit avec vous, on ne sait plus où on en est. C'est ça, finalement, c'est ça, c'est très, très confus tout ça. C'est très confus. Voilà, et donc ce roman-là, petit à petit, donc ce Juan, ben, on va lui dévoiler au fur et à mesure de ses aventures périlleuses, rocambolesques, tragiques parfois, et ben petit à petit, il va se découvrir juif. Il va se découvrir, il va se dire, mais finalement, mes parents m'ont menti. Il leur en veut à un moment donné. Il a des bonnes raisons. Il a des bonnes raisons, il leur en veut parce qu'il en a beaucoup souffert. Et il se dit que finalement, si ses parents l'ont envoyé dans ce fameux collège qui s'appelle le collège Sainte-Cruz de la Rédemption, où il a été malmené, où là, vraiment, il a eu très faim, vraiment, ça a été horrible pour lui. C'était peut-être avec l'idée que ça le décourage complètement d'être prêtre. Il se dit, mes parents m'ont envoyé là-dedans probablement avec cette idée-là, que je sois découragée. Il y a aussi une raison très importante. Oui, allez-y, bien sûr. C'est que Valence est à l'époque très loin de Séville, et le père quand même se doute que ça risque de mal tourner cette affaire et qu'il va avoir l'Inquisition sur le dos. Alors il y a déjà des membres de la famille, une grande famille, comme ça arrive au XVIIe siècle, qui est déjà parti pour d'autres contrées. Et c'est surtout pour mettre son fils à l'abri de l'Inquisition qu'il l'envoie à Pétaouchnok, si j'ose dire, c'est-à-dire à Valence, pour échapper à l'Inquisition. Ouais, et aussi pour être aussi découragé, il a tellement vu ce que c'est de près, tous ces prêtres défroqués, enfin cette ambiance, etc. Il ne comprend pas l'hypocrisie, la cupidité, lui qui avait une idée, il écrivait, parce qu'il écrit. Il écrit sur le Christ, sur les évangiles. Il est très sincère, Juan, au début. Il a tout un livre, tout un petit carnet où il réfléchit sur les paraboles du Christ, sur la vie du Christ. Alors, il écrit des histoires. C'est quelqu'un de très sincère qui vraiment veut devenir prêtre. Et là, vraiment, il est vacciné. Quand il ressort de là, bon, il se dit peut-être que ses parents ont eu cette idée-là de lui dire, bon voilà, tu vas aller là-bas, comme ça, le dissuader. Donc, et puis l'autre raison que vous soulignez aussi, bien sûr. Il invente même des passages de l'Évangile qui n'ont pas eu lieu. Il y a quelques miracles que le Christ aurait pu faire qui ne sont pas dans les Évangiles. Voilà. Alors il pense par exemple que le Christ pourrait guérir les gens de la bêtise ou de l'idiotie. C'est quand même un miracle beaucoup difficile à faire que de guérir quelqu'un de la cécité ou de le ressusciter, guérir un imbécile. Voilà, même le Christ n'y est pas arrivé. Oui. Alors ce roman, donc finalement, Juan arrive donc à sa véritable identité, les dévoiler. Et voilà, il se dit, ça y est, bon, ça va, je comprends, je réalise que je suis juif et tout. Et il va retourner, quand il arrive à Séville, il veut essayer de retrouver la maison de ses parents. Et alors, il retrouve la maison de ses parents, il retrouve la personne qui s'occupait de ses parents, Philogéno s'appelait, donc, il était comme un valet à peu près de ses parents, et puis qui lui dit, voilà, je vais te montrer la synagogue où tes parents, la petite chambre où tes parents, alors il retrouve la mezouza, il retrouve des petites reliques, etc. Mais tout est dans un détail épouvantable, les carreaux cassés. C'est ce qui arrivait aux maisons des Juifs, aux synagogues, et c'est ce qui est arrivé aussi pendant l'occupation. C'est-à-dire que les Juifs étaient expulsés, leurs maisons dévastées, les synagogues également, c'est tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire naturellement, de plus banal. Oui, c'est ça, il découvre un chantier, sa maison n'est plus qu'un chantier, tout est cassé, etc. Et Philogéno lui dit, bah, tu sais, maintenant, si tu veux, tu peux rester, hein. Voilà, la maison est encore là, si tu veux, tu peux rester. Il dit non, je vais partir retrouver ma famille qui est partie à Salonique probablement. Peut-être, voilà. Peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, alors on ne sait pas très bien, est-ce qu'il va retourner à Salonique pour essayer de voir, parce qu'il s'est rendu compte, il a réalisé que ses parents ont été dénoncés, et que probablement ses parents ont été
sont morts, voilà, probablement. Ils ont dû être dénoncés par des domestiques, voilà, par des gens jaloux de leur bonne fortune. On ne sait pas très bien. Oui. Ils pensent que, va-t-il aller à Salonique, va-t-il, on ne sait pas, là aussi ça reste, et vous verrez dans le roman, etc. C'est un roman qui se lit très vite, très facilement, très fluide, je veux dire, et vraiment on ne s'ennuie pas parce que chaque chapitre, il arrive quelque chose. Alors il y a des moments drôles, comme vous avez dit, des moments drôles, puis des moments beaucoup plus tragiques, mais ça donne en fait, moi j'ai appris des choses que je ne savais pas, hein, c'est sûr, et ça donne vraiment un tableau de cette Espagne, un tableau, une fresque historique, une fresque sociale avec tous ces gens que Juan va rencontrer de diverses couches sociales. Et c'est aussi un roman psychologique dans la mesure où, ben voilà, c'est un roman d'initiation, un enfant naïf, pur si l'on peut dire, surprotégé. Et voilà, il fait les rencontres, il devient beaucoup plus mature, il devient un homme. Alors vous dites, justement en exergue de votre... Voilà, vous dites tout ça, hein. C'est loin de ses parents qu'un homme apprend à vivre. C'est Pierre Corneille. Voilà. Et c'est vraiment le cas pour Juan. Loin de ses parents. Bon, alors vraiment, lui, c'est dramatique, hein, ce qui lui arrive. Mais c'est quand même loin de ses parents. Hein. Et bon, c'est une époque aussi particulière, mais qu'il apprend à vivre. Il ne perd jamais de sa générosité, malgré tout. Il ne perd jamais de ça. Jamais. Mais... Il devient, même s'il rencontre les pires forbans, les pires crapules. D'ailleurs, il rencontre des crapules qui ont une certaine noblesse d'âme. Hein. Par exemple, celui qu'il a pris sous sa protection à certain Pepe, c'est pas n'importe qui. Hein. Si la fortune avait été différente, s'il était né dans un autre milieu, ça aurait pu être quelqu'un de très bien. D'ailleurs, il lui dit, à un moment, parce que Juan il est en train de vivre mal, il lui dit, regarde ce que dit Cervantes, enrichis-toi comme un forban et vis comme un honnête homme. Voilà ce qu'il lui apprend. Oui, il y a un supplément d'âme chez certains, c'est vrai. Ils sont pas des, on sent bien que c'est la société, que c'est le fait qu'ils ont payé d'argent, etc., qui les a rendus comme ça, mais ils gardent un bon fond. Et Juan ne se départit jamais d'une certaine noblesse d'âme, on peut dire aussi, une certaine pureté, d'une générosité. Voilà. Alors ce roman, eh bien, écoutez, moi je vous conseille de le lire. J'ai beaucoup de plaisir à le lire, parce qu'on apprend beaucoup sur le plan historique, hein, c'est sûr, cette Espagne des XVIIe siècle, voilà. Et si vous voulez, si vous avez des questions d'abord, allez-y. C'est un sujet d'actualité, puisqu'en juin 2015, le gouvernement de Rajoy et le roi Philippe VI a publié une loi autorisant les descendants des Juifs marins de revenir, d'obtenir la nationalité espagnole ou la double nationalité. Mais cette loi, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle me paraît, moi, un peu discriminatoire, parce que tous les Juifs ne sont pas concernés. Ceux qui, par exemple, se sont réfugiés dans les pays d'Afrique du Nord, Maroc notamment, Algérie ou Tunisie, ne rentrent pas dans le cadre de cette loi. Il y a une liste de pays qui a été faite et ne peuvent accéder à cette nationalité espagnole ou à cette double nationalité que des pays riches de l'Europe en général. Deuxième chose, les musulmans, eux aussi, ont été victimes de l'Inquisition et ont été chassés d'Espagne. Aucune loi ne les concerne. Et enfin, on peut ajouter qu'on leur permet d'avoir la nationalité espagnole ou la binationalité, mais il n'est pas question de restituer les biens qui ont été confisqués et ils sont partis en laissant tout. 4302. Bon, alors on n'a pas de leçon à donner non plus à l'Espagne d'aujourd'hui, parce que, bon, ni la France ni l'Angleterre, qui ont eu de telles pratiques aussi, n'ont jamais pris de loi pour permettre le retour des gens que l'on a expulsés. Oui, alors, il y a une chose, pour les Juifs expulsés, bon, il se trouve que je suis sur la liste, mais bon, je n'en ai rien à foutre. Dès qu'il est Gategno, mais ça concerne aussi les Juifs du Maghreb, puisque Pierre Assouline, il vient du Maroc. Je ne sais pas s'il y avait des Assoulines. Si Assouline, ça veut dire Assoul, bleu en espagnol. Hein. Donc, a fait des démarches, je ne sais pas où il en est. Le malheureux, je crois qu'il est en train de... Il a dit qu'il gardait sa nationalité française, qu'il n'avait pas besoin. Oui, c'est ça. Oui. Mais qu'en fait, ce sont des gens qui sont allés ensuite en Amérique latine, qui aujourd'hui demandent la nationalité espagnole, notamment des jeunes étudiants. Parce qu'ils voient par ce moyen la possibilité de rentrer en Europe
et de faire des études en Europe. Alors, Assouline a raconté qu'il a rencontré des gens bien placés en Espagne pour savoir que cette liste était fantasmatique et qu'elle reposait sur aucune réalité. Bon, je n'en sais rien parce que moi, je n'ai jamais eu l'intention, et dans ma famille, on n'a jamais pensé retourner en Espagne. Mon père était venu en France, où il a rencontré ma mère qui était venue en France aussi, qui venait aussi de Salonique, mais autrement, avec l'idée d'aller en Amérique latine puisqu'on y parlait espagnol. Hein. Mais donc, il n'est même pas passé par l'Espagne. Et je crois qu'à la différence d'Assouline, c'est que Assouline a échappé à une chose, heureusement pour lui et sa famille, c'est-à-dire à la Shoah. Elle n'a pas eu le temps de s'étendre dans les pays du Maghreb. Oui, Hitler était liquidé avant. Tandis que les Juifs d'Europe, les nations n'avaient rien à foutre qu'ils soient Ashkénazes ou séfarades, c'était vraiment pas la question pour eux. Mais les Juifs d'Europe ont partagé le même destin que les Juifs, que les Ashkénazes. Et donc, ce qui fait qu'une catastrophe, à mon avis, en chasse une autre, c'est-à-dire que dans ma famille, même si on en voulait, je crois que c'était une espèce de rite. Hein, on disait Puta Isabelle à la catholique, hein, ou Ira des Puta, ou des trucs comme ça, ou même Isabelle la salope. Mais, en fait, on s'en fichait. Ça avait quelque chose du rituel, mais la véritable barbarie, c'est. On a été viré d'Espagne, d'accord, mais là, ça a été encore pire ce qui s'est passé il y a 70 ans, et la catastrophe d'il y a 70 ans, qui est incommensurablement plus grave que celle qui nous est arrivée, je ne sais pas pourquoi chez nous, parce que personne n'a viré d'Espagne, a chassé le souvenir de cette époque. Ou alors, plus exactement, l'a rendue moins vivace, moins présente, hein, alors que celle qui s'est passée en Europe. Oui, donc, voilà, je crois que ça. Et c'était quoi les autres questions que vous m'aviez... C'est ça. Oui. Est-ce que les musulmans... Ah oui, les musulmans. Bon, je ne sais pas si... alors là, je ne peux rien vous dire. Sauf que l'Espagne est complètement imprégnée de la présence musulmane. Vous voyez une église, généralement, vous connaissez, comment ça s'appelle cette ville-là Cordoue, oui, ou une mosquée magnifique, transformée en cathédrale, mais il y a des tas d'églises qui proviennent de la transformation de mosquées, où il y en a d'autres qui on a rasé la mosquée, puis on a mis une église à la place. Sainte-Sophie, c'est le contraire. Oui. Donc, alors, maintenant, il y a des routes qui conduisent au Maroc. Il y a beaucoup d'immigrés, par exemple français, qui pendant les vacances retournent voir leur famille au Maroc et traversent des routes en Espagne ou ailleurs qui sont écrites ou en espagnol ou en arabe. Hein. Cette présence-là. Mais l'idée d'un retour des... Non, est-ce que d'ailleurs les musulmans ont envie de revenir en... J'en sais rien. Écoutez, je crois qu'on est... Les Juifs, pour l'Andalousie, les Juifs et les musulmans partageaient le même amour de l'Espagne, ce qui fait qu'Andalousie, hein, c'est, vous voulez dire aussi Espagne pour les Arabes, c'est la lumière, la luz, hein, et puis pour les Espagnols, pour les Juifs, ça s'appelait séfarade, c'est-à-dire qu'il y avait, et pour les chrétiens, ça s'appelait Espagne, hein, c'est-à-dire que c'était un lieu de concentration des trois religions monothéistes, qui ne s'entendaient pas forcément toujours bien. Il y a eu des pogroms contre les Juifs qu'on a accusés de toutes sortes de choses, c'est une vieille habitude, mais en gros, il y avait tout de même une espèce de coexistence qui était assez unique à cette époque, à tel point que, par exemple, quelqu'un qui portait plainte contre ce voisin pour je ne sais pas trop quelle raison, peu importe, si le jugement ne lui plaisait pas, il allait voir du côté des Juifs, pour voir si la loi de Moïse allait lui donner raison, puis si ça ne collait pas, il allait voir du côté des chrétiens, est-ce que la loi du Christ, ou alors est-ce que la loi de Mahomet aussi, il y a eu des espèces de circulation comme ça, et il y avait entre les érudits juifs, chrétiens et musulmans, des échanges tout à fait riches. Alors, vous voyez, bon, de toute façon, personnellement, l'Espagne, je la connais parce que quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je suis allé pour la première fois en Espagne, en vacances sur la Costa Brava. Voilà, à part ça, et évidemment, il y avait cette chose très étonnante, c'est que la langue était extrêmement familière, puisque chez moi, on parlait judéo-espagnol. Quand on entendait l'espagnol,
Mais voilà, c'est mon rapport à l'Espagne. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir espagnol. Une nationalité, ça suffit. Voilà, alors écoutez, on va terminer la séance comme ça. Et Jean-Pierre Gattegno, si vous voulez, le livre est en vente là, derrière vous. Et si vous voulez l'acheter, c'est le moment. Et le faire dédicacer, c'est le moment aussi. En tout cas, merci beaucoup. Et à une autre rencontre.